Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Alors, merci beaucoup Michel, merci de cette invitation de participer à cette fascinante série avec des conférences vraiment passionnantes. Alors, c'est bien humblement que, en tant que non spécialiste du secteur de l'éducation, mais bien praticienne, je vais partager avec vous mon expérience en enseignement, en formation des gestionnaires, des cadres, et réfléchir avec vous, dans le fond, à ces enjeux de temporalité qui les touchent et qui me préoccupent aussi en formation. Donc, moi, il n'y avait pas grand-chose qui me prédestinait comme tel à faire ce métier et à être rendu là où j'en suis aujourd'hui, hein, que je suis ingénieure civile de formation. Mais dès que je me suis retrouvée sur le terrain dans les travaux de construction dont j'avais la responsabilité, je me suis rendu compte que la dimension humaine, on ne nous avait pas bien formés. C'était l'apanage des lologues qu'on appelait un peu péjorativement dans le milieu des études en ingénierie. Et j'ai vite senti le besoin de me former, donc d'aller me chercher des habiletés, des outils pour mieux comprendre la dimension humaine. Et j'ai fini par aboutir par en faire un doctorat en management sur la construction identitaire des gestionnaires. Comment devient-on gestionnaire? Qu'est-ce qui constitue ce processus-là? Donc, vous allez voir que ça a des liens avec les formations que je vais vous présenter aujourd'hui, dont, en passant, je me considère comme héritière. Donc, j'ai hérité au niveau des HEC à Montréal, où j'ai fait mon doctorat, de Laurent Lapierre, qui a écrit Imaginaire et Leadership, qui est un psychanalyste qui m'a formé à l'approche clinique. Donc, j'utilise la psychanalyse un peu dans mes enseignements. Et du côté de l'École nationale d'administration publique, où je suis maintenant, je suis héritière d'un cours qui s'appelle Développement de carrière et compétences de gestion de Marie-Michel Guay, qui, elle, était une spécialiste un peu des questions de mentorat, donc d'accompagnement des cadres. Donc, on est vraiment encore là dans des enjeux de développement, de devenir. Alors, j'ai rencontré Michel lors d'une rencontre du REF qui portait sur l'approche biographique, justement, dans les années, on se souvient pas exactement, mais probablement autour de 2010-2012. Et je me souviens à l'époque que moi, je commençais à introduire des réflexions critiques sur l'enseignement en gestion. Et Michel avait été un de ces participants qui m'avait le plus marqué par ses commentaires et qui m'avait aussi beaucoup encouragé à poursuivre cette réflexion-là. Donc, on n'était même pas dans les questions de temporalité comme telles, puisque implicitement, l'approche biographique inclut une réflexion sur la temporalité, mais disons que c'est plus tard que j'en suis venue à cet enjeu-là, notamment par mes recherches auprès des cadres avec une approche biographique où je me suis rendu compte que les enjeux de temporalité étaient saillants et étaient majeurs dans leur pratique, dans leur travail. Et j'ai choisi de continuer à investiguer un peu plus et très récemment, j'ai fait une étude auprès des hauts fonctionnaires des cadres de l'administration publique française parce que j'ai eu une occasion d'avoir une chaire à l'INSP à Strasbourg. Et là, j'ai vraiment exploré avec eux des enjeux de temporalité. Donc, je vais faire un petit peu d'écho aussi avec ça. Alors, sans plus tarder, c'est quoi le contexte qui m'apparaît important justement pour développer cette réflexion critique en formation des gestionnaires? Donc, d'une part, moi, je pense que je vais devoir déplacer ça pour voir ma diapo comme il faut. Excusez-moi. Donc, le phénomène de l'accélération sociale dont nous parle Rosa, on pense entre autres des changements technologiques, mais voyez-vous, en ce moment, c'est exponentiel, ces changements technologiques. On commence à parler beaucoup de l'intelligence artificielle,
des big data, donc dans les politiques publiques, dans la réflexion en administration publique, c'est galopant, cette accélération qui menace d'une certaine façon, selon Rosa, hein, nos institutions démocratiques par cette fragmentation des temporalités dont il faut prendre conscience. Donc aussi, au niveau de l'administration publique, encore, qui est mon domaine d'intervention, là, les activités concrètes de soins, d'accompagnement et principalement en ce moment, la prise en compte des impacts sur l'avenir de nos décisions de plus en plus complexes viennent se frapper contre ces logiques compétitives et marchandes dominantes là, qui ne prennent pas en considération ces enjeux temporels. Les exigences de réactivité accrues qui pèsent sur l'administration publique, notamment la prédominance de ces réformes toujours de faire plus et plus vite et avec moins. Donc, le nouveau management public a été introduit dans les années 80, toutes sortes d'autres réformes qui sont toujours des préoccupations d'économie, mais qui se répercutent sur des temporalités de plus en plus pressurisées. Donc, le rôle des cadres est affecté, évidemment, avec des temps de réflexion de plus en plus réduits et des décisions de plus en plus complexes. On voit que ça pose un problème. Cet univers technologique en expansion, on parle de l'instantanéité des échanges. Je vais parler tantôt de la croissance exponentielle des enjeux de courriel. On le vit tous. Nos boîtes de courriel sont devenues des véritables mange-temps. Donc, comment on réussit à composer avec ça. Et les changements générationnels, parce que la génération montante, elle a grandi dans cet univers technologique de l'instantané et de la vitesse. Ça a des répercussions dans nos façons d'interagir. La pression de la performance qui devient une fin en soi, qui force les cadres à effectuer des arbitrages qui sont, à mon avis, souvent de nature politique, c'est-à-dire que ça ne remonte pas au débat de société, c'est sous la contrainte managériale que finalement se transforment les administrations et les services sans que la dimension démocratique soit convoquée. Donc, cette quantrophrénie, hein, la volonté de réduire le plus possible le temps qui fait une perte de contact avec le temps concret des activités. Au final, ce qu'on constate aussi chez les cadres, et je l'ai constaté dans mes études, mes deux études, c'est un surinvestissement qui devient un gage d'engagement. C'est comme si les cadres devaient montrer qu'ils sont engagés. L'espèce de contrat psychologique implique un dévouement total, mais qui est temporellement, qui se joue temporellement. Et un peu comme la promesse de l'accélération que Rosa souligne, c'est-à-dire cette vie intense, frénétique, qui carbure à l'adrénaline, qui est aussi vécue un peu en paradoxe par les cadres. Et finalement, on retrouve de plus en plus d'épuisement professionnel tout à fait typique des caractéristiques de notre société hyper moderne. Donc, moi, ma question qui m'interpelle, c'est comment, dans ce contexte-là, poser les fondements d'une approche clinique et critique en formation des gestionnaires. Essayer de favoriser une déprise face aux enjeux, aux imaginaires aliénants et de l'entreprise de soi comme un impératif de carrière. Donc, outre un appel au collectif pour les enjeux politiques du vivre ensemble, hein, comme l'organisation du travail en psychodynamique du travail de jour l'a bien développé, Dujarrier, qui est aussi travail sur l'idéal, les notions d'idéal au travail qui sont une véritable tyrannie,
Elle invite à dire il y a des résistants et peut-être que je me suis un peu dévouée à essayer de développer des résistants, des gens qui remettent en question, qui questionnent en permanence cet idéal et qui la mettent en discussion. Donc, mais les réflexions auxquelles je me suis alimentée nous invitent quand même à une certaine prudence. On doit problématiser l'apprentissage afin de lui redonner un sens. Donc, il y a des enjeux auxquels je tente d'éviter les écueils. Donc, notamment les injonctions à l'apprentissage continu, à l'employabilité, l'empowerment, le leadership. On voit bien que ça s'alimente un ethos néolibéral et peut renvoyer l'individu à lui seul responsable de son sort et de son développement. Donc, il faut se prémunir de cet écueil, de ne pas alimenter et de nourrir le monstre. Les injonctions, en plus d'être des sources d'accélération sociale nécessairement, prennent la forme du pouvoir de la liberté. Donc, cet enjeu de promesse de l'apprentissage qui, en fait, se dirige dans la même direction. Donc, je m'alimente beaucoup à l'ontologie de Ricard aussi, celle de l'être comme acte et comme puissance, de l'homme souffrant mais capable, au sens où même si on n'a pas la prétention de pouvoir transformer le monde nécessairement facilement de l'intérieur en formation, on peut quand même susciter de l'appropriation réflexive des participants. Donc, en modérant mes prétentions, on admet que la transformation n'est pas contrôlée par le formateur. On doit reconnaître cette limite. Mais le groupe, lui, devient un espace et un temps social privilégié pour permettre d'expérimenter des nouvelles visions, des alternatives aux modèles dominants, bricoler des nouvelles identités, réfléchir au processus en cause et peut-être imaginer. On va parler un peu d'imagination. On en a eu une communication qui portait là-dessus. Donc, comment on peut imaginer des mondes possibles. Donc, évidemment, vous êtes tous déjà en éducation, vous connaissez ces auteurs clés comme Mézirov sur l'imagination. Donc, si la formation devient médiation, c'est qu'elle elle permet une construction interactive d'un interlocuteur dialoguant que Maëla Paul, qui est une spécialiste de l'accompagnement professionnel, souligne. Donc, le sujet, le fruit de la relation, la médiation vise à faire passer le sujet passif et reproducteur à un sujet actif et créateur. Voilà, en gros, les préoccupations que je porte dans ma réflexion sur l'enseignement. Des métacompétences que je cible un peu à développer, donc cette idée de la réflexivité, évidemment, l'esprit critique, l'éthique. Et là, je fais quand même quelques liens. L'éthos public, c'est qu'est-ce qui est la spécificité? Apprendre à apprendre, la compétence biographique et éventuellement ajouter cette piste que nous donne Michel de l'intelligence rythmique et la présentation de Kerry Facer sur l'imagination temporelle. Je veux aussi souligner des liens avec la présentation de Fadia Daka sur les approches critiques, la production du temps et d'espace, les approches critiques et la praxis. Donc, je vais comme ça faire des petits clins d'œil à des présentations qui ont eu lieu avant moi,
justement pour l'idée d'être moi-même dans une approche réflexive par rapport à mon expérience. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé ma présentation et ensuite, j'ai fait un retour sur l'ensemble des présentations précédentes pour essayer de faire des liens pour inspirer ma propre réflexion personnelle. Donc, les enjeux temporalité des cadres dans mes études, c'est devenu très vite frappant qu'il y avait des questions temporelles majeures auxquelles réfléchir. Donc, d'abord, la haute intensité du temps de travail et le rythme frénétique. Les cadres dans l'administration française, sur une échelle de 1 à 10, caractérisent leur rythme de vie entre 7 et 10, donc assez frénétique, merci. Des heures en débordement, constamment les soirs, les week-ends, les jours de congé. Donc, un équilibre difficile de la vie personnelle et professionnelle. Évidemment, les technologies de la communication ayant accentué cet envahissement des sphères personnelles. Et les heures de débordement, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire durant la journée, parce que pendant la journée, on est constamment sollicité par des urgences, par des changements constants de priorités. Et donc, cette journée est comme un feu roulant dans lequel on n'a pas le temps de s'extraire. Donc, j'ai aussi, pardon, trouvé une résonance avec le phénomène nommé, d'après les travaux d'Elias sur le temps, sur la temporation, donc la capacité ou la nécessité de s'extraire du flux des activités quotidiennes pour travailler, juste pour faire son travail, une partie du travail que les cadres disent être empêchés, c'est-à-dire beaucoup les activités de réflexion, la réflexion critique sur les temps longs, sur les enjeux stratégiques. Et donc, cette tension entre l'urgence du quotidien et le travail empêché pour les cadres de jouer un rôle qu'ils considèrent important. Et c'est ressorti très clairement dans mon enquête qui a été menée pendant la pandémie que les impacts de la crise sanitaire allaient perdurer et être importants et toucher, dans le fond, une certaine bascule dans les relations de pouvoir. Donc, il s'est avéré que, évidemment, en fait, la crise sanitaire a provoqué vraiment une fragmentation de l'espace et le temps dans le fait de basculer en télétravail. Donc, ça a amené vraiment des transformations vraiment importantes sur la manière d'utiliser son temps, de pouvoir donner un peu plus de flexibilité. Et on voit bien que ça a un impact sur les relations de pouvoir, puisque, dans le fond, ça permet aux employés de gagner en autonomie et aux cadres qui ont dit pouvoir faire enfin du vrai télétravail, c'est-à-dire non pas du travail en débordement qu'ils faisaient déjà amplement auparavant, mais qu'on n'appelait pas du télétravail. Et donc, ils ont vraiment profité de ce télétravail pour dire que maintenant, je peux faire un peu plus de temps, consacrer du temps à la réflexion sur des temps plus longs, des enjeux critiques, des enjeux stratégiques. Donc, les hauts fonctionnaires, donc en France, c'est typiquement le présentisme qui est le présentéisme, c'est-à-dire qui est la norme. Et ils ont voulu préserver, au-delà de la crise sanitaire, un certain temps en télétravail, en vrai télétravail, pour pouvoir faire une partie de leur travail qu'ils considèrent important. Donc aussi, la revendication, les employés demandent pourquoi on retourne au travail, pourquoi on retourne au bureau,
Alors qu'avant, c'était implicite que tu travaillais au bureau, c'était normal, mais c'est devenu une question. La volonté de redonner du sens au fait de retourner en présence. Et ce questionnement-là n'est pas toujours si évident à justifier que la nécessité d'être sur les lieux du travail. Ensuite aussi, la relation de pouvoir entre centre et périphérie. Donc, surtout dans l'administration publique où souvent il y a des antennes régionales, il y a et les choses se passent au central, que ce soit à Paris ou à Montréal ou à Québec, de notre côté, à Ottawa. C'est devenu de plus en plus difficile de refuser la participation à distance des gens qui étaient plus en périphérie et qui, normalement, se tapaient tout le déplacement, toutes les contraintes temporelles liées à la participation à des rencontres, à des réunions, à des discussions. Donc, maintenant, il y a comme une plus grande démocratisation de la participation des gens en périphérie. Donc, je fais un petit écho avec la présentation. Oups. Sur le régime d'historicité du présentisme de Hartog, dont Philippe Mauban nous a parlé. Donc, cette difficulté collective que nous avons tous à penser les temps longs de la pandémie et la nécessité, voire l'urgence, de cultiver l'imagination temporelle dont Fergal Finnegan nous a parlé. Parce que la crise sanitaire qui a été tellement un coup de fouet dans l'appareil gouvernemental et les administrations publiques pour la nécessité de penser les crises et les crises multiples qui s'en viennent, ne serait-ce que les multiples dimensions de la crise écologique dans laquelle on est tous clairement beaucoup plus lucidement conscients maintenant. Donc, quelques prémices pour la formation. D'abord, on gère comme on est, c'est ce que Laurent Lapierre nous dit. On part avec sa subjectivité et il faut donc travailler cette subjectivité-là et gérer, c'est créer aussi, donc la dimension créative du travail des cadres et des gestionnaires dans la façon qu'ils ont de créer avec les participants un monde. Diriger, c'est un métier, donc la notion de métier est convoquée. La conscience et la connaissance de soi en action, en interaction. Évidemment, le praticien réflexif, la présence à soi, l'approche de Nicole Cormier sur les interactions, la communication, les conflits, qui fait, à mon avis, un peu écho puisque j'aborde les enjeux avec aussi la psychanalyse sur la liberté de penser. Donc, cette espèce d'espace-temps intérieur que l'on peut développer pour transformer ce qui se pense en soi et donc qu'on ne contrôle pas nécessairement et ce qu'on va mettre en acte, ce avec quoi on va choisir d'agir. Et là, je pense qu'il y avait peut-être des liens avec la présentation de Fadia Dakar sur cette idée d'une interaction préverbale entre le soi et le monde extérieur, une certaine forme qui nous constitue et qui nous tient à l'œil, et cette idée de coordonner la temporalité, la polysémie temporelle. Donc, ce sont des idées qui sont apparues. Évidemment, la formation tout au long de la vie, l'esprit de développement de Dweck par rapport à l'esprit, le mindset, growth mindset, par opposition au
fixed mindset. Donc, la question qui remet en cause ou qui questionne l'idée des talents. Donc, est-ce qu'on a un talent et parce que c'est tellement dans le discours actuel, que ce soit en gestion des ressources humaines, la gestion des talents, et Dweck nous dit qu'il peut y avoir une malédiction liée au talent parce que ça peut amener un état d'esprit fixe. Et je me sers aussi de ça pour mettre de l'avant un état d'esprit de développement. Évidemment, je travaille avec l'apprentissage expérientiel de Kolb, dont j'ai mis un petit peu le schéma ici, et le vouloir savoir et pouvoir agir et interagir de Lebotev dans le développement des compétences. Donc, une ontologie processuelle, le becoming, relationnel, on pourrait dire même une épistémologie constructionniste parce qu'on est quand même dans la logique où le temps n'est pas extérieur à nous comme une réalité objective, mais bien qu'elle participe de la construction sociale. Donc, je présente deux dynamiques de formation et je les mets en contraste pour faire ressortir leurs enjeux temporels. Donc, du côté du cours des habiletés direction, des enjeux qui sont là de la bonne lecture. Dans le fond, je dis que l'habileté la plus importante, la méta-habileté, c'est la lecture de la situation. On peut avoir bien des habiletés pour agir, interagir, mais si notre lecture de la situation n'est pas bonne ou n'est pas notre action, notre intervention ne sera pas propice. Donc, un ajustement à la situation. Des enjeux de contrôle parce qu'on est imputable, on veut contrôler ce sur quoi on est imputable. Donc, il y a tout de suite un enjeu là, du contrôle. Des questions d'influence, comment créer des conditions propices, ne pas empêcher, parce que parfois, ne pas empêcher, c'est déjà beaucoup comme intervention dans le monde social. Les enjeux de communication, d'interaction, de coordination, le pouvoir, les habiletés politiques, l'exercice de l'autorité, sa légitimité, le courage, le discernement, le jugement et l'éthique sont des enjeux qui sont abordés au travers les différentes phases de secours et je parlerai d'une démarche. Hein. À l'intérieur de la démarche, on inclut un certain nombre d'enjeux qui se combinent hein, pour former la complexité des situations humaines à gérer. Du côté de la développement de carrière, là, on est dans des enjeux de construction identitaire, donc avec l'identité narrative de Ricard, les modes de croissance d'adaptation, la question des événements, des transitions, des passages, mais aussi des non-événements, comment quelque chose qui ne s'est pas produit peut marquer un parcours, une réflexion biographique. Les patterns, les continuités, les ruptures avec les travaux de Michel, encore une fois ici, des déprises, des constats, des questionnements. Donc, d'un côté, essayer de viser à développer la compétence biographique. D'où viens-je? Qui suis-je par le récit de vie? Où en suis-je par l'analyse de la situation actuelle, les constats, les attentes du milieu? Et où vais-je par le développement dans un projet? Donc, ici, j'ai quelques liens aussi avec, évidemment, du côté des habiletés direction, la présentation de Richard Witkowski hein, sur les différentes scènes sur lesquelles la lecture de la situation se joue. L'improvisation sophistiquée qu'il a appelée, la multi-activité, la gestion de l'action. Qui sont des échos. Ensuite, l'indéterminisme partiel de l'activité qui ouvre à l'imprévu, donc l'imprévu comme un obstacle, un échec, un accident, un désaveu, mais aussi comme occasion de développement de créativité, d'inventivité. Ensuite, évidemment, la présentation de Fergal Finnegan sur la valeur
du savoir local, des communautés de pratique. Creuser où vous êtes, favoriser la pensée critique, l'agentivité et la solidarité et remettre en question les frontières dans les institutions. Je pense que ça fait partie de certains échos que je peux trouver avec ma pratique. Et évidemment, du côté des récits de vie, la présentation de Sabine Schmidt-Lauf sur la distinction entre le temps narratif et le temps visé par la narration, donc le récit de la vie, la dimension biographique comme telle. Alors, voici mes différentes façons de jouer avec cet apprentissage expérientiel. Donc, le schéma du haut, c'est le cours d'habileté direction où on a à toutes les 2 semaines une séance en classe où on aborde les thèmes. Et parce que ce sont, là j'ai oublié de le mentionner, mais c'est extrêmement important pour comprendre la démarche, ce sont des praticiens en exercice. Donc, ce sont des cadres qui sont dans des fonctions d'encadrement en ce moment, au même où ils suivent le cours. Ils suivent le programme de formation à la maîtrise en administration publique. Donc, ce sont des praticiens expérimentés déjà qui viennent se former, aller chercher des pistes de développement de leur pratique. Donc, à chaque fois entre les séances, il y a des périodes d'apprentissage expérientiel qui sont stimulées par les thématiques du cours et qui sont reportées au travail. Donc, on a la présentation de Philippe Mauban. Peut-on parler d'alternance puisqu'il a dit que c'était un peu un concept pour tout? Donc, je ne voudrais pas usurper cette prétention, mais je pense qu'il y a cette alternance entre et que justement le rythme des séances est pensé pour donner un temps de 2 semaines pour aller retourner au travail et continuer sa réflexion. Et le fait que les petites bulles d'apprentissage expérientiel grossissent, c'est pour montrer l'accumulation des thématiques dans la prise en compte de la complexité des situations. Donc, plus on avance dans la session, plus il y a un nombre important d'enjeux qui sont intégrés dans la réflexion des participants et qui complexifient leur apprentissage. Oups, du schéma du bas, mais là, vous avez eu un grand cycle d'apprentissage expérientiel, c'est-à-dire, et là, on pourrait dire qu'on est dans une expérience de temporation, c'est-à-dire qu'on s'extrait du flux des activités quotidiennes, même si les gens continuent d'être au travail à tous les jours, pour faire une réflexion de fond. Donc, le récit de vie, et son analyse. Et donc, on fait de l'explicitation de son expérience. Cette explicitation continue au fur et à mesure des thématiques qui sont proposées pour l'analyse. On a une évaluation multisource pour les constats du présent. Donc, les cadres sont évalués par leur entourage dans une évaluation qu'on appelle 360 degrés. Et donc, ils reçoivent la rétroaction de leur entourage sur leurs compétences, mais aussi les attentes du milieu qui s'expriment au travers de cette évaluation-là, qu'on analyse évidemment avec une perspective critique et qui ouvre éventuellement à la fin de la démarche sur un projet de développement qui va remettre en mouvement le processus d'expérimentation, de changement, de transition. Donc, un grand cycle principal comparativement à tous ces petits cycles qui se jouent. Donc, ce contraste entre les deux démarches de formation me paraît intéressant à souligner. Donc, 2 façons donc de concevoir le présent même.
Dans le cours d'habileté direction, on travaille avec le ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La subjectivité, l'intersubjectivité, voir clair dedans comme dehors, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi envers la situation? Donc, on est dans un présent très intense, je pourrais dire, hein, de l'agir en situation, de la proactivité, la réactivité, la présence à soi et cet espace de liberté de penser. Et donc, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des serious play ou des apprentissages authentiques, des mises en situation, des études de cas, donc des exercices en groupe, toujours ensemble et mis en discussion qui amènent un certain débat sur qu'est-ce qui se passe. Et j'affectionne beaucoup les exercices, les études de cas qui sont en plusieurs temps. Donc, premier temps, qu'est-ce qui se passe? On discute. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On voit les décalages par rapport à ce qu'on avait perçu, ce qu'on a échappé peut-être, qui revient dans le deuxième temps et parfois un troisième temps. Et à la fin du troisième temps, on retourne en boucle sur nos conceptions initiales, nos a priori, donc des exercices comme ça où l'activité réflexive est découpée en différents temps pour permettre une discussion. Du côté du grand cycle de développement de carrière, ben, un temps d'arrêt, un retrait des activités, première phase dans le rétroviseur, un présent qui, lui, conditionne la relecture qu'on fait de son histoire, qui fait, cette démarche-là fait émerger les questionnements présents qui sont plus ou moins conscients. Dans le miroir de la rétroaction, c'est le moment présent où on constate les écarts en la perception de soi et de son entourage. Et ensuite, le présent dans les longues vues avec les futurs possibles et la projection en anticipation du projet de développement. Donc, le sens, donc la signification et la direction du projet. Donc, une précaution sur le plan éthique, le coaching, souvent, qui renforce l'idée de progrès, de croissance et qui sont toujours synonymes du mieux, hein, ça comporte le risque d'une manipulation du sens de la personne. Donc, on cherche plutôt à prendre conscience de ses interdépendances, de sa finitude, intersubjectivité comme une façon de voir clair dans la situation. Donc, on convoque la mise en discussion des différentes perceptions dans une réalité sociale complexe et changeante. Donc, du côté de l'approche biographique, évidemment, une temporalisation de l'expérience vécue. La démarche du récit s'intègre dans un processus de retour sur les expériences passées, de projection dans l'avenir. Donc, le récit de vie mis dans une démarche d'ensemble qui ouvre sur un projet. Et le projet devient un moteur de l'accompagnement, comme nous dit Maléa Paul, puisqu'il faut bien accompagner vers quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on vise dans l'accompagnement? Et au-delà du projet concret que les gens vont mettre en œuvre pour envisager leur développement, ben, il y a le développement de cette compétence biographique dont ils pourront peut-être se servir tout au long de leur vie. Donc, comment on joue avec les différentes temporalités et les rythmes en classe. Donc, je privilégie la logique des classes inversées, c'est-à-dire que le contenu est préparé à l'avance. Parfois, il est scénarisé dans des modules, le journal de bord, des exercices d'écriture. Et dans l'espace-temps de la classe, on privilégie la discussion, le dialogue. Résister à trop vouloir diriger cette discussion est un enjeu pour un formateur. Ça demande beaucoup de contrôle de soi.
L'emplacement des personnes, c'est fascinant, fascinant comment ça peut changer une dynamique. Alors, je pense à une expérience où j'arrive en classe et j'ai toujours les étudiants placés en U pour avoir tout le monde se voit face à face. Et j'arrive en classe et les gens se sont assis, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sans trop s'en rendre compte personne. Et là, en rentrant, moi, ça me saute aux yeux et je nomme ça, je le dis. Et vous pouvez imaginer que cette thématique-là a fait partie d'entrée de jeu de nos réflexions, puisque le groupe s'était construit. Et c'est très difficile de faire changer les gens de place. Donc, d'une séance à l'autre, ils s'assoient toujours à la même place. Et on se sert de ces déplacements et des mouvements pour perturber un peu la dynamique puis voir comment ça peut créer autre chose. Le groupe comme un orchestre, dans le sens de métaphore où ces différents instruments, personnalité, subjectivité, chacun son registre, son répertoire. Et moi, comme chef d'orchestre sans partition, pourquoi? Parce que je ne sais jamais à l'avance par qui, par quoi, à propos de quoi, comment les sujets vont être abordés. Le groupe est une caisse de résonance pour les interventions, les discussions. Donc, quelqu'un exprime une préoccupation, une réflexion, le groupe devient comme une caisse de résonance. Je m'assure d'avoir toujours trop de matériel et de contenu de manière à pouvoir ajouter une certaine flexibilité dans la manière de suivre le groupe là où il est en train d'aller. Donc, aller chercher aussi chacun là où ils sont. Donc, tempérer, ralentir, accélérer, faire des pauses, ce sont des enjeux de temporalité constants comme préoccupation en formation. Et utiliser pédagogiquement la fatigue. Je fais des séances de 7 heures et volontairement parce que je considère avec l'expérience que la fatigue génère quelque chose de concret par rapport à la vie réelle, la vie telle qu'elle se passe dans notre quotidien. La fatigue va créer des vagues d'humour, des blagues, ça va donner vraiment des vagues de scepticisme, des vagues de critique. Et je trouve ça important de pouvoir utiliser pédagogiquement tous ces enjeux de l'expérience en classe telle qu'elle est vécue par les participants pour alimenter la réflexion sur le métier. Donc, savoir jusqu'où tirer ou pousser les échanges, composés avec des moments de grâce, que j'appelle des points d'orgue, la dissonance, la cacophonie, les moments de silence, savoir s'arrêter pour ne pas faire d'acharnement pédagogique. Donc, ce sont des enjeux de différentes temporalités et rythmes en classe. Donc, considérer que cette posture permet de créer un espace transitionnel dont Winnicott a soulevé le concept, propice à se dégager des identifications narcissiques. Et donc, cet espace aussi qui amène à reconnaître la nature politique, éthique et philosophique de sa pratique d'enseignement. Ajouter la nécessité d'une posture empathique. Donc, ce holding de Winnicott aussi, c'est-à-dire que le groupe doit avoir cette sollicitude pour pouvoir se permettre d'expérimenter et de réfléchir vrai, je dirais, et non pas d'être dans un maintien d'une façade qui nous empêche peut-être de travailler plus en profondeur. Donc, pour que le volet émancipatoire soit présent, il faut prendre en compte les processus cognitifs, mais aussi sociaux et affectifs. Et je pense que quand je parlais tantôt de la fatigue, des états d'âme qui se promènent en vagues ou
en dissonance pendant les séances sont porteurs d'aspects sociaux et affectifs plus que cognitifs. Donc, évidemment, notamment pour l'approche biographique, on n'est pas dans un repli sur soi narcissique, hein, mais plutôt penser la formation comme un travail individuel et une constitution de processus collectifs et de rapports sociaux. Donc, je me permets d'inviter le regard d'une perspective émancipatrice développée par Michel dans le domaine de l'éducation. Est-ce que, pour que ce soit émancipateur, est-ce qu'on amène à discriminer la complexité de la temporalité des rythmes? J'ai coché les endroits où je me disais, il me semble que c'est là. En garder la trace et les évaluer, peut-être un peu moins, interpréter leur complexité. Je pense que ça demeure encore un peu implicite. Mais argumenter et négocier leur importance, ça, je pense que dans le rôle des cadres, c'est de la première importance de dire, apprendre à négocier l'importance relative, hein, et finalement formuler un jugement et transformer en crise les temporalités considérées illégitimes. C'est, je pense, une question de bien jouer leur rôle qui pourrait être central et que la formation, j'espère, les amène à avoir cet aspect émancipateur qui puisse rejaillir sur leur pratique aussi. Au regard de l'intelligence rythmique, est-ce qu'on y est? Alors, j'aimerais bien entendre après Michel sur est-ce que j'évalue bien cet enjeu-là que tu soulèves. Des modalités concrètes, symboliques d'appréhension du réel, donc au-delà des discursifs et des logiques. Donc, je pense que ça, c'est nécessairement présent pour faire une démarche comme celle-là en formation. Capacité d'adaptation, de résolution de problèmes qui implique une aptitude à sentir. Et ça, j'espère que j'amène un peu les cadres à développer cette dimension-là dans l'identification et la résolution des problèmes. Capacité à établir et explorer les relations et les connexions. Et des relations privilégiées au sein d'un environnement donné. J'en arrive à la conclusion que, les rythmes des séances sont pensés pour favoriser cette alternance entre des périodes plus théoriques, de réflexion, d'écriture, de partage, le travail individuel et la confrontation quotidienne dans les activités des cadres au travail. Mieux cerner les priorités, donc qu'est-ce qui fait du sens, mettre des limites. Les temps et les rythmes prescrits sont revisités. Certains semblent superflus, absurdes. Le jugement réflexif discrétionnaire du gestionnaire et son rôle de médiateur est réanimé, on pourrait dire. Ils se rendent compte aussi que pour freiner la machine, il faut du courage et trouver des réponses collectives et non seulement des stratégies individuelles d'adaptation. Donc, le travail identitaire et réflexif effectué en groupe devient politique au sens où le dit de Gaulle-Jacques, puisqu'il contribue à construire un monde commun fondé sur le respect mutuel plutôt que la compétition, la compréhension des conflits plutôt que leur mise en acte et l'attention à l'altérité plutôt qu'à la lutte des places. Dans ce cadre formatif, et c'est là que j'avais donné le titre, je considère que pédagogie et gestion se retrouvent face à face en miroir, mis en dialogue, baignant dans cette prise de conscience de leur dimension politique commune, des cadres temporels dans lesquels s'imbriquent l'action et l'intervention. Tous deux, nous sommes responsables de créer des espaces-temps de sollicitude renforçant les capacités d'agir et peut-être contribuer à inventer des modes de vivre ensemble émancipateurs avec et pour les membres. Donc, voilà, merci de votre attention.